Sécure, épisode un peu spécial. Cette fois-ci, je suis seul. J'ai un épisode dans lequel je vais en chialer ou râler, tout dépendant du bord de l'Atlantique que nous sommes. Donc, le sujet qui me chatouille particulièrement présentement, que je dois faire peut-être un coup de gueule, voir ça comme ça, c'est au niveau de la protection des renseignements personnels. Puis, mon action spécifique là, ou dans le fond, mon intervention spécifique là, a été suscité par un article, un très bon article par ailleurs, dans la presse qui fait état de toute la quantité de collecte d'informations qui est faite par des compagnies, son usage et tout le danger associé à ce genre de choses-là. Et bon, l'article est très, très vaste, très exhaustif sur le sujet. Cependant, l'autre côté de ça, je trouve que le procès de sécurité, on est un peu hypocrite dans cette histoire-là. Parce que au moins depuis Snowden, des révélations de Snowden, on est pas mal tous au courant que c'est déjà le cas, que c'est des usines à collecter de l'information, tout ce qui est au niveau des d'ODT. Je ne veux pas voir à quel point on peut déchirer notre chemise ou à quel point on peut se soutrer sur la place publique de ce genre de choses-là. Puis je pense qu'on est même à la limite un peu responsable du laxisme qui est associé à ce genre de choses. Puis c'est un sujet qui revient souvent sur mon podcast. C'est pas la première fois que j'en parle. J'ai des invités des collaborateurs avec qui je parle régulièrement de ces sujets-là. Donc pourquoi, où tout se place. Il faut aussi également comprendre que toute la notion de protection des renseignements personnels est une notion qui est typiquement légal, c'est-à-dire que c'est principalement les avocats qui sont dans cet univers-là, plus que les gens en technologie ou en cyber comme moi finalement et comme mes pairs. Cependant, nous sommes en tant qu'opérateurs, pas opérateurs, mais en tant que de gardiens de la cybersécurité, si on veut, même si j'aime pas énormément ce mot-là, autant cybersécurité que gardien dans le contexte, que j'aime pas beaucoup. On est là pour mettre les moyens en place qui sont dictés par des personnes qui ont la connaissance légale de tout ce que c'est. Donc, je vois qu'à ce moment-ci, on n'a peut-être pas agi à la hauteur de ce qu'on devait et comment on devait protéger les informations de cette nature-là. Mais en même temps, il faut qu'on sait qu'on vit dans un contexte légal et celui-ci dicte un peu comment tout ça est fait, comment tout ça est envisagé, comment on aborde la situation et qu'est-ce qu'on permet finalement aux compagnies de façon de faire légale et ce qu'on tolère des compagnies de faire de façon illégale parce qu'il y a énormément de collectes illégales qui s'exécutent puis à notre insu. Ça a été réveillé entre autres par l'Agence de santé fédérale là, qui a divulgué finalement qu'elle avait utilisé le tracking de TELUS pour repérer les différents mouvements, ce genre d'éléments-là. Mais ça n'est ultimement que la pointe de l'iceberg. Puis en même temps, comme professionnel de sécurité, ça fait longtemps que je suis au courant de ça. J'essaie d'éduquer les gens autour de moi, j'essaie d'éduquer mes clients, j'essaie d'amener cette compréhension-là de consommation des services TI, les services surtout infonuagiques, qui ont des conséquences sur l'empreinte que nous avons dans les différentes choses. Fait qu'aussi, il faut faire des choix éclairés, puis en même temps, jusqu'à un certain point, c'est beau soutrer et tout ça, mais notre capacité réelle comme individu pour limiter ce genre de choses-là est quand même excessivement limitée. Je suis fan de plusieurs podcasts qui parlent justement de ce domaine-là spécifique, des gens très brillants. Je les mettrai dans les show notes, comme je mettrai dans les show notes aussi l'article de la presse qui est très bon aussi. Là, puis je critique pas le travail de la journaliste. Puis ce qui en est fait, là, c'est un bon wake-up call qui est peut-être fait nécessaire pour le grand public. Mais encore là, s'il faut qu'on attende que des journalistes fassent ce travail-là, je trouve qu'en tant qu'expert en cyber, on a peut-être pas fait notre travail à la hauteur de ce qu'on devait faire. Donc, je pense qu'on est un peu, je vais répéter encore, je me trouve qu'on est un peu responsable de cette affaire-là par forme de laxisme, par forme de fermer les yeux sur la situation et peut-être par manque de connaissances à la limite, d'expliquer aux gens ce que c'est. Au-delà de dire, puis là, on l'entend régulièrement, si c'est gratuit, on est le produit, oui, elle est classique, mais les gens, jusqu'à un certain point, s'en foutent parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que être le produit et qu'est-ce que ça représente par rapport à ce genre de choses. L'exemple que j'aime bien donner, puis il n'est pas tout à fait exact en soi, mais entre autres, la comparaison entre iPhone vanille, non configuré spécial, et un Android vanille, pas de configuration spéciale, c'est qu'on n'a pas mis d'effort pour refermer la sécurité qui est dessus.
les gens vont, puis en grand public, c'est ça, ils vont préférer payer moins cher pour un téléphone Android, avec raison, parce que c'est quand même dispendieux de payer un téléphone cellulaire. Cependant, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que par en dessous, Google draine énormément d'informations. Et il est souvent aussi, parce que j'ai fait l'expérience en achetant un Android 9 et juste l'activer, juste le démarrer, fait qu'il y a une panoplie de services qui contactent l'existence du téléphone à Google, mais à Amazon également et à d'autres services embarqués qui ont été placés sur le téléphone par défaut. Puis ça, mes parents, les parents, probablement tout le monde, n'ont pas la capacité d'aller refermer ce genre de choses-là. Donc, déjà en partant, le fait de payer moins cher en Android va nous amener à ce qu'on va déjà avoir un footprint, une empreinte beaucoup plus vaste en partant que sur nos iPhones modernes, on s'entend, là, c'est plus on peut pas dire ça dans les anciennes versions du iOS, mais plus on avance dans le temps, plus les choses se referment. Puis à cet égard-là aussi, ce qui est heureux, c'est que Google est en train d'entamer une fermeture aussi sur Android, ce qui va permettre aux gens qui ont moins de connaissances, puis un peu moins de moyens financiers aussi également, de quand même de se procurer des téléphones qui limitent un peu l'invasion dans la vie privée. Mais cela étant dit, malgré les efforts d'Apple dans ce cas-ci, puis d'ailleurs, les efforts ont quand même porté fruit jusqu'à un certain point parce que Meta, Facebook, a connu une diminution significative de son chiffre d'affaires suivant la mise en application de ces règles-là. Donc, il y a un effet. Elle est peut-être pas visible, mais l'effet est quand même présent. Donc, si Google embarque aussi dans ce genre de loi, bon, tout le monde va bénéficier de cet élément-là, qu'est-ce que c'est. Mais là, c'est parce qu'on ne sait pas à quel point c'est fait. Puis, même si iPhone a fait un pas en avant, puis Google va suivre, les applications qu'on met sur notre téléphone sont aussi très problématiques. Puis c'est là où nous-mêmes, comme consommateurs, on se tire dans le pied. Par exemple, les jeux gratuits qu'on download avec de la publicité. Ceux-ci sont bourrés de trackers qui remontent l'information. Les enfants utilisent beaucoup ce genre de jeu-là. Fait qu'on est en train de monter, nos futures générations sont en train de se faire créer des profils en ligne de ce genre de choses-là. Donc, de façon incontrôlée d'ailleurs, puis comme c'est en bas de 18 ans, du moins au Québec ou au Canada, on a des règles un peu plus sévères qu'aux États-Unis, par exemple, mais quand même, on est en train de faire ces choses-là, puis c'est souvent illégal parce qu'ils ne sont pas censés monter ces profils-là, mais ils les montent quand même parce que c'est la monétisation, c'est comment on a accepté le fait de la gratuité, on est capable d'accepter cette idée-là. L'article parle entre autres de l'application Météo Média, mais d'une panoplie d'autres applications comme ça qui ont l'air anodines, mais qui sont bourrées de trackers. C'est très facile, ceux qui ont un petit peu de connaissance, juste de écouter le trafic réseau qui émane quand on démarre une application. On voit à quel point une application peut aller taguer à peu près 5 à 6 sources de collecte de données distinctes qui sont partagées de façon en temps réel sur ce qu'on fait. Donc, on voit à quel point c'est troublant. On l'a vu avec l'application Grindr qu'il y a des gens, des homosexuels qui se sont fait avoir, qui malheureusement ont été traqués. Il y a eu un scandale récemment avec ça, que les données de géolocalisation étaient partagées dans les feeds de données. Fait qu'on est souvent dans un contexte où on ne comprend pas qu'est-ce qu'on consent. En Europe, c'est un peu mieux parce que maintenant, ils doivent l'afficher. Pour les différents voyages que j'ai eu en Europe, ce que je trouve plus agréable, mais encore là, il faut que le consommateur soit au courant de ce que ça représente, parce que généralement, on va cliquer OK, puis on va passer par-dessus. Mais il nous dit exactement ce qu'ils récoltent comme information et ce qu'ils vont faire avec. Donc déjà là, on est un pas en avant, au moins minimalement de la sensibilisation. Normalement, la PS64 au Québec est supposée nous amener dans une zone qui est similaire à celle-là. J'espère que ça va avoir ces effets-là. Par contre, je suis encore très inquiet parce que récemment, le ministre responsable de la commission d'accès a refusé une augmentation des budgets demandée de 12 millions, justement pour aider la commission d'accès à pouvoir appliquer sa réglementation. Fait qu'on se retrouve encore dans une situation, puis comme ça fait des années là, que publiquement, que je suis très préoccupé par ce point-là, le fait qu'on sous-finance notre organisme de contrôle qui permet justement de venir protéger les citoyens, parce que c'est ça sa mission à la commission d'accès. Ben, une de ses missions, mais c'est entre autres ça, de venir protéger les citoyens contre ces grandes corporations-là qui vont faire un usage non légitimes de l'information qui vont aller très loin. Puis on le voit avec le délai énorme des enquêtes, pas parce qu'ils sont pas bons, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le financement qui leur permet de faire le travail dans des temps adéquats. Si on compare plus au fédéral, on voit qu'au fédéral, ils sont un peu mieux financés. Je ne sais pas à quel point, je m'y connais un peu moins dans cet univers-là, mais au moins, ils ont la capacité de faire des enquêtes, ils ont la capacité d'aller au moins des enquêtes publiques qui diffusent et qui transmettent, au moins qui émettent des opinions. Fait qu'on voit une différence de culture, puis je trouve ça très triste parce qu'on a une super loi, on a fait un très beau travail législatif, mais en même temps, on ne se donne pas la capacité
de mettre en œuvre le résultat de ce beau travail législatif-là. Donc ça, je suis très peiné de cette situation-là parce que si je regarde plus au modèle comme européen qu'on entend plus ou français minimalement, là, auquel je suis un peu plus familier, il y a des agences gouvernementales qui ne font que ça, suivre l'application du RGPD, de s'assurer que les entreprises font les actions adéquates, récoltent les informations qui sont faites, accueillent les divulgations de fuites d'informations et ainsi de suite, ou dans certains cas, ils mettent des amendes dans le cas où les entreprises ne respectent pas. C'est sûr qu'on entend les amendes spectaculaires quand ils visent Google, Amazon, Facebook. C'est sûr parce que ça fait beaucoup plus de bruit. Cela étant dit, le travail de ces agences-là, c'est la CNIL en France, entre autres, et l'ANSSI aussi, on travaille dans ces univers-là, viennent justement mettre un peu de mordant à ces lois-là. Donc, viennent tranquillement, de façon malheureusement coercitive, à ces organisations-là à devoir respecter les règles, à respecter le citoyen, à respecter son information, parce que, puis à terme, puis ça, si on n'en sort pas, on laisse une trace. Puis en même temps, je me répète un peu, mais les gens qui disent ouais, faites attention, réduisez votre empreinte, ben c'est virtuellement impossible parce que maintenant, avec la numérisation de nos dossiers de citoyens, la numérisation de nos dossiers dans les différentes business qu'on a, toutes les places où ils nous demandent des informations sur nous, justement pour être capable de monter un dossier. Fait que toutes ces compagnies de façon légitime pour leurs besoins d'affaires collectent d'informations pour nous. Puis on fait juste regarder toute la dérive, puis c'est là, moi, mon enjeu, puis c'est là où je crois que, puis ça fait plusieurs fois que je le répète, qu'on devrait intervenir, c'est qu'on ne peut pas changer le contrat d'utilisateur de façon unilatérale. Du jour au lendemain, on ne peut pas changer la nature de ce qu'on fait de mes données. Parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire ça. C'est ce qui mérite énormément, parce que quand je fais affaire à une entreprise, dans la plupart des cas, je me suis informé un peu sur ce qu'ils font comme traitement de mes informations, puis je suis d'accord au jour 1 d'accepter ça, mais tout à coup, jour 10, ils décident de se vendre à une autre compagnie. Puis là, les contrats que j'ai signés étaient renversés de façon unilatérale par l'acheteur. Dans ce cas-ci, ils veulent faire plus d'usage de l'information. Ou on a le cas de Desjardins qui, malheureusement, en tout cas, a été très médiatisé, puis nous a permis de voir à quel point le danger aussi de ces usages connexes d'informations est trop large. Desjardins n'a pas voulu mal faire, c'est juste parce que les gens en marketing ont un appétit très grand, puis c'est un peu ça que l'article dit, mentionne aussi, là, de vouloir traiter ces informations-là pour améliorer le service à la clientèle, pour améliorer la capacité des ventes, pour améliorer la business. Puis c'est toujours vendu sous cette idée-là, fait qu'à terme, les gens en marketing vont être capables de justifier des accès de façon non contrôlée à des masses d'informations qui sont puis d'informations personnelles. Là. Fait que ce qui est arrivé dans le cas de Desjardins, mais c'est un individu qui était légitime d'aller chercher l'information, qui est allé chercher, lui était scrupuleux, a sorti l'information. Fait que dans ce cas-ci, c'est techniquement pas Desjardins comme organisation qui est en faute, mais un peu la pression des acteurs internes de cet appétit de vouloir faire plus d'argent, de marketer encore plus les choses, qui a fait plier les contrôles de sécurité, puis qui a fait un peu d'aveuglement sur les conséquences possibles qui auraient pu s'en suivre. Eux ont payé, malheureusement, mais c'est pas parce qu'eux ont payé que les autres ne le font pas. C'est un cas qu'on a vu comme ça, parce qu'ils ont été très malchanceux dans l'ensemble de cette aventure-là. Mais ça nous rappelle quand même le danger qui est associé à ce genre de choses-là. Fait que je ne suis pas convaincu que les autres grandes banques sont aussi vertueuses et protègent aussi bien que ça. Peut-être maintenant, parce que le cas Desjardins a fait quand même jurisprudence en quelque sorte, et nous place dans une situation où on a, je pense, beaucoup d'entreprises ont eu très, très peur. J'ai mes clients à l'époque qui ont eu très, très peur de cette situation-là aussi. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises pour limiter la probabilité d'une fuite d'un individu interne. Dans ce cas-ci, c'est la plus difficile à régler comme situation parce que normalement, on a comme un certain seuil de confiance qu'on a face à nos employés qui fait que ça devient très difficile de jouer dans cette zone-là de contrôle et de comment on va intervenir par rapport à tout ça et comment on peut un peu bloquer. Fait que c'est très difficile. Fait que si en plus ces informations-là se retrouvent je pense que l'article parlait de 1000 quelques entreprises qui possèdent ou qui collectent activement ces informations-là. Bien, toutes ces entreprises-là, étant donné le nombre qu'on en a, bien, la probabilité qu'un individu peu scrupuleux dans une de ces entreprises-là est encore d'autant plus existante. On l'a vu, il y a eu des cas qui ont fait, je ne dirais pas jurisprudence, mais en tout cas du moins qui ont fait les médias,
comme chez Google, qui a congédié des employés, qui a commencé à traquer son ex à travers la capacité qu'ils ont. Fait que même les opérateurs infonuagiques doivent eux-mêmes faire attention, puis les autres sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus solides qu'une petite PME à Québec ou à Montréal qui vient de commencer dans ce milieu-là. Donc, on parle, puis là, les autres sont très sérieux. Il y a donc des cas, des congédiements et même des poursuites pour cet individu-là en question. On a eu des cas ici comme ça à la SAC, entre autres la taupe, qui avait accès à trop d'informations. Fait que ça aussi, ça nous amène à réfléchir comment ces organisations gouvernementales-là manipulent notre information et que c'est hautement important que ça soit pris au sérieux, que ça soit fait. Là, je sais qu'au Québec, il y a eu un virage depuis les dernières années où on met beaucoup plus d'emphase, on a structuré les différents éléments. Ça commence à porter fruit, à mon avis. Est-ce que ça va continuer à porter fruit? J'espère que ces efforts-là vont continuer à améliorer la situation dans laquelle on ne se retrouvera pas les médias. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu pessimiste face à ce genre de situation-là parce que la résistance même de ce que c'est, elle est quand même très grande. Les gens ne comprennent pas à quel point la protection des renseignements personnels et puis on est tous un peu attirés par, puis surtout au niveau business, puis là, c'est un cas, mais on est tous un peu comme ça, là, qui vont aller vers le prochain objet brillant, le dernier petit gadget le fun. Et souvent, ce dernier petit gadget le fun-là, mais n'a pas les mesures de sécurité en place. Puis là, tu trouves, c'est une fuite possible d'informations, c'est une fuite de comment on peut faire les choses. L'article fait référence de protéger, de comment resserrer la sécurité dans Android puis dans iPhone, c'est une chose. La navigation sur notre ordinateur personnel, c'est une autre chose. Le fait de promener avec le cellulaire, le fait que les opérateurs cellulaires savent à tout moment où notre cellulaire se situe, qu'on est capable, par des mandats, d'obtenir. L'appétit grandissant du gouvernement d'avoir de plus en plus d'informations, l'appétit grandissant des corps de police d'avoir de l'information de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus allégée à ce moment-là pour que ça aille plus rapidement. On le voit beaucoup aux États-Unis, mais on voit aussi ces éléments-là au Canada se produire. Est-ce que c'est légitime? Dans le plupart des cas, oui. Cependant, il faut qu'il y ait quand même des contre-pouvoirs, balancer ça correctement. Il ne faut pas qu'on laisse un élément de mesurer. C'est sans contrôle. C'est un peu ça le scandale à Snowden où on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, les agences de renseignement avaient un accès puis un appétit très grand. Mais il faut comprendre que c'est leur job. Fait que si on ne les freine pas, ils vont aller au maximum puis devenir les meilleurs dans ce qu'ils font. Fait qu'il faut comprendre cette logique-là. Et c'est pour ça qu'il y a normalement des guardrails, des balises qui sont mises par des entités à l'extérieur pour limiter cette consommation-là. Au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, est-ce qu'on a ces balises-là? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en place? Ça serait intéressant de voir si on les a, ces balises-là, à quel point on est capable d'avoir un débat public sur qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. Il y a eu des questions qu'on vendait les données de la RAMQ il y a quelques années. Est-ce que c'est fait proprement? Est-ce que ces données-là sont vraiment anonymisées de façon à ce que c'est impossible de retourner, de retrouver qui est la personne? Parce que plusieurs exemples ont démontré qu'en croisant moindrement des données, l'anonymisation est très faible. Puis d'ailleurs, je pense que dans la loi, le PS64, il en parle. La façon que ça doit être fait, puis ils font des nuances entre la capacité de ne pas retourner. Mais bref, comment on est capable de faire ça? Est-ce qu'on a la garantie que c'est fait comme ça? Puis une fois que l'information est perdue, ben, le problème avec les TI, c'est qu'elle est perdue pour toujours, cette information-là. Donc, on en perd le contrôle de façon éternelle. Puis, je vais terminer là-dessus. En tout cas, on va terminer je suis peut-être pas capable de m'étonner comme ça. Puis moi, d'un point de vue professionnel, ce genre d'article-là, même si le travail est excellent, même si c'est important ça, le branle-bas de combat que ça va générer beaucoup de bruit dans les prochains jours et prochaines semaines. J'ai déjà eu des demandes d'interprétation de qu'est-ce qu'il y en est, comment on se fait pour se protéger contre ce genre de choses-là. C'est bien, mais ça diverge des énergies, ça met de la pression sur les professionnels en cyber, qu'on n'est pas beaucoup. Puis ça rajoute encore un élément sur le lot, sur le tas des choses qu'on a à faire, avec une capacité pas très grande, avec des moyens pas très grands. De réussir à aller avancer les choses. Fait que si on met du temps à expliquer ce genre de choses-là, mais c'est du temps qu'on ne met pas la protection de nos infrastructures, qu'on ne met pas pour se défendre contre des menaces actives, par exemple, dans lesquelles se retrouve dans des moyens de menaces passives avec ces dépôts d'informations-là qui traînent. Puis il ne faut pas se leurrer, les malveillants, ils les aiment, ces dépôts-là. Puis s'ils n'ont pas déjà infecté, ben, nos informations sont déjà dans le dark web. Fait que comment, d'un point de vue légal ou peu importe le moyen, comment le gouvernement finalement peut agir pour venir protéger le citoyen, parce que je regarde comme je mentionne les podcasts de vie privée que j'écoute, qui sont excellents, mais c'est des actions très, très compliquées à mettre en œuvre
pour réussir à se protéger, à protéger notre identité. Puis, à la limite, c'est quasiment un job à temps plein de faire ce genre de choses-là. Donc, est-ce que les gens ont le temps et l'intérêt de faire ça aussi? Donc, est-ce qu'il va falloir faire des campagnes de sensibilisation? Comment on peut amener la société en général à avancer, à aller plus loin, puis que les gens en cyber arrêtent, en tout cas, du moins, de déchirer leur chemin sur l'espace public, puis qu'ils soient des contributeurs à ces éléments-là? Comment on peut faire cheminer les choses? Comment le législateur peut aider, comment on peut mettre des institutions en place qui puissent protéger davantage les citoyens, parce que, puis même encore, je regarde le RGPD en Europe, les effets sont malheureusement pas à la hauteur des aspirations qui avaient été faites quand la loi avait été développée à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on a lieu de réfléchir à d'autres choses? Est-ce qu'on veut... Puis c'est l'autre aussi l'aspect de la législation, c'est que ça vient aussi réduire l'innovation. Fait qu'est-ce qu'on veut quand même limiter l'innovation? En Amérique du Nord, en tout cas, du monde essaie encore de vivre dans ce rêve d'innovation continue dans lequel on est, quand dans les formes, on n'est plus tout à fait là, puisqu'on est dans des phases de consolidation majeure. Fait qu'il n'y a plus autant d'innovation, on est juste des grands joueurs majeurs qui sont dans cet univers-là. Est-ce que Apple est vraiment authentique dans sa démarche de vouloir protéger comme il se drape dans cette espèce de pureté de vouloir protéger les informations? Je ne suis pas convaincu de cet élément-là non plus. Les autres aussi doivent avoir beaucoup d'informations sur qui on est, comment on est. Est-ce que les outils qu'on utilise pour communiquer, à quel point on est capable de faire confiance à ces différents éléments-là, puis j'ai pas vu où il n'y a pas de moyen facile d'arriver à comprendre et faire ce genre de choses-là. Personnellement, je suis un utilisateur de Signal, par exemple, qui est une plateforme de communication dans laquelle je sais qu'il n'y a personne qui est capable d'intercepter mon contenu. Est-ce que je fais ça parce que je veux cacher des choses? Non, je veux juste pas qu'on regarde constamment. Puis c'est rendu une obligation si on veut moindrement protéger des yeux trop curieux de ces grosses bases de données-là qui cumulent des informations sur tout le monde, de poser des actions comme celle-là. Si c'était réglementé, si c'était transparent, c'est peut-être ça aussi l'effet de la transparence. Est-ce que les forces de l'ordre sont capables d'aller intercepter sur le dark web de façon efficace et détruire ces dépôts immenses d'informations qui traînent sur nous, de les ramener dans un contexte où c'est mieux contrôlé? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tous des éléments, puis fallait que j'en parle parce que ça me chatouille depuis longtemps. Sans écouter les différents podcasts sur le sujet, ça me décourage un peu à quel point le poids est sur le citoyen, le poids est sur la personne de devoir faire tous ces travaux-là et dans quel point on est laissé à nous-mêmes, puis on doit se défendre seul contre ce genre de choses-là. Je n'ai parlé dans d'autres podcasts. J'essaie d'amener dans certaines des phases que j'ai des moyens pour aider les gens à minimiser leur empreinte, à minimiser leurs différents éléments pour les outils. Mais à terme, est-ce qu'on ne devrait pas vraiment avoir une forme de règle générale qui vient justement mettre la balise au lieu que tout le monde doive se défendre individuellement? C'est un peu comme dans la société, dans le vrai monde. On a de la police pour protéger la sécurité des citoyens, sont là pour protéger contre les crimes, sont là pour mettre un levier pour punir les crimes, sont là de leur existence. On a une certaine confiance qu'on va être protégé, que les criminels vont être arrêtés, sont là, cette structure-là. En cyber, l'aspect, on le voit moins, on appréhende moins cet élément-là. Est-ce qu'il nous faudrait des agents? Je sais qu'aux États-Unis, certaines agences de renseignement sont en train de fournir de l'information aux compagnies pour les aider à se protéger davantage. Est-ce qu'on devrait avoir quelque chose pour les citoyens? Est-ce que le financement de la CAI devrait être augmenté à la hauteur de 12 millions comme ils ont demandé? Est-ce que c'est suffisant pour arriver à leur mission? Est-ce qu'on doit trouver des mécanismes pour réussir à trouver ce genre de choses-là pour améliorer les choses, pour améliorer sa posture, puis d'arrêter comme professionnel de se mettre la tête dans le sang, puis d'être un peu complice, à mon avis, de ces éléments-là, puisque si on n'agit pas dans notre quotidien, on ne protège pas nos entourages et notre clientèle ou notre employeur ou ce genre d'éléments-là, on n'émet pas les éléments, on ne participe pas avec les affaires légales de l'entreprise pour justement mettre en œuvre et faciliter ce genre d'éléments-là. Je trouve qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on devrait faire comme personne qui a la connaissance de ce genre de choses-là, qui ne sont pas à la portée de tous, puis qui ne permettent pas justement d'arriver à défendre décemment les gens contre les crapules qui viennent utiliser de façon illégale nos informations. Puis un peu aussi, l'article mentionnait qu'il y avait
remarqué qu'il y a des serveurs qui étaient non sécurisés. Puis c'est aussi un peu ça l'autre danger. Les malveillants vont aller puiser dans ces bases de données-là. Je suis fiché, je dois avoir 1 million de points de données sur moi qui existent puis qui permettent de savoir exactement qui je suis. Puis c'est juste pour terminer, puis c'est parce que c'est comique. C'est dans le film Don't Look Up qui est justement qui fait un peu une satire de la politique américaine, mais en même temps, il y a un point où, dans le fond, c'est le personnage incarne un peu les grands CEO des grandes compagnies, sur lequel il est capable de dire exactement comment les gens vont mourir, comment ils vont arriver à leur fin, comment tout ça va changer. Donc, est-ce qu'on est rendu à ce niveau-là? Est-ce qu'on veut ce genre de choses-là? Et dans quelle mesure on veut en bénéficier? Parce qu'il y a des bénéfices associés à ça, il y a des choses qui faisaient de la vie, mais à quel point on peut limiter l'invasion dans nos vies, que cette information-là soit utilisée de façon invasive, soit par le gouvernement, soit par les entreprises privées, pour nous vendre des choses supplémentaires, pour des éléments comme ça. Puis, je vais encore dire que je vais finir pour une dernière fois, mais je sais qu'il y a une nouvelle loi en Europe qui est en train de se développer, que je me souviens pas du nom, qui va encore plus loin sur le contrôle des plateformes. Je ne sais pas si celle-ci va amener une réflexion dans laquelle on devrait peut-être aller pour améliorer les choses. Bref, je vais arrêter là. J'ai chialé beaucoup. J'ai fait valoir mon point, si on veut, sur la situation, sur l'article en question. À quel point je pense qu'on doit, au lieu de le dire publiquement, qu'on doit poser des gestes concrets. Puis ça, j'interpelle mes collègues dans le domaine, mes pairs dans le domaine. Posons des gestes concrets qui, justement, vont faciliter les choses. Je ne suis pas le porteur de rien, il faut juste qu'on le fasse ensemble. Si vous avez des questions, des choses comme ça, écrivez-moi sur les médias sociaux, courriel, les informations sont sur le site. Si vous voulez qu'on amène le débat plus loin, si vous voulez venir parler aussi de ce débat-là pour exprimer vos choses, vous êtes les bienvenus. Ça va me faire énormément plaisir de débattre de ces idées-là, puisqu'on a, je pense qu'en tant que société, le devoir de s'interroger de façon sérieuse sur ces éléments-là et de donner les moyens à travers le poids qu'on met sur nos élus pour que les investissements soient mis aux bons endroits pour protéger ce qu'on veut comme citoyen et qu'on ait un avenir radieux, heureux et libre.